Il s'agit d'une réalité que le monde a quasiment oubliée. Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, l'Europe était dans le chaos. Le capitalisme émergeait et souhaitait se débarrasser de l'entrave de l'Église et du féodalisme. Différentes églises catholiques étaient en désaccord à propos des rites. Contre toute attente, le christianisme n'a pu convaincre la Chine, tandis que les nouvelles sur ce pays envoyées en Europe ont permis non seulement d'esquisser une Chine parfaite, mais de créer une bombe idéologique. Les penseurs des Lumières la considéraient comme un coup fatal au magistère. De ce point de vue, la sinologie était à l'époque un bâton de pouvoir. Ceux qui maîtrisaient les études chinoises pouvaient voir la lumière à travers l'obscurité du règne de l'Église. « 1672, 11e année du règne de l'empereur Kangxi des Qing. À l'intérieur de la cité interdite, des vrombissements brisent le silence habituel. L'empereur, alors âgé de 18 ans, et les hauts fonctionnaires impériaux étaient attirés par un carrosse miniature magique. Ce carrosse, long de 60 cm, avec 4 roues, n'avait pourtant pas besoin de cheval. Sa force motrice venait de la vapeur. Il s'agissait en effet de la première expérience documentée utilisant la vapeur comme force motrice. 115 ans avant la machine à vapeur de James Watt. 150 ans plus tôt que la locomotive de George Stephenson et 214 ans avant la voiture de Carl Benz. Son inventeur est Ferdinand Verbier, alors vice-ministre des Travaux publics et directeur du Bureau de l'astronomie. Ferdinand Verbiest is a Belgian missionary, and he was much later than Matteo Ricci. His formation was a classical Jesuit formation, which included philosophy, theology, but also sciences. And that's why he worked at the imperial court, and he was concerned with matters of astronomy and mathematics, because he taught the Kangxi Emperor mathematics. But at the same time, they also discussed matters of religion. Pourtant, tout comme Matteo Ricci, Ferdinand Verbier ne travaillait pas seulement à la poursuite des vérités scientifiques, mais aussi à la piété. L'impression laissée par l'astronomie européenne à l'empereur Kangxi et la joie que lui ont apporté les mécaniciens occidentaux vont détourner son regard vers la croyance derrière les sciences. De ce qui précède, on peut voir que son objectif était de changer la croyance d'un pays à travers son influence sur l'empereur. Les sciences ne servaient que de moyen. 欧洲的传教士到中国，目的是单一的。那么他没有想到的呢，是到了以后和别的国家不一样。在中国的传教，他碰到的首先一个问题就是融入问题，不像去非洲传教、去拉美传教。 qu'il y avait aussi ce débat qui a été développé autour de ce qu'on appelait la querelle des rites. Et donc l'interdit que l'Église a imposé sur la pratique pour les chrétiens chinois, enfin l'interdit de pratiquer les rites traditionnels de culte des ancêtres. Et ça, il y avait en Europe un grand débat tout autour
mais là qui entraîne des connaissances théologiques de fond. C'est une rencontre entre la civilisation chinoise, c'est vrai, et cet apport chrétien qui est transculturel. En août 2010, à l'exposition universelle de Shanghai, dans le pavillon italien rempli de visiteurs, parmi de nombreux objets exposés, il y avait un manuscrit jauni. Il s'agit de la première version latine de l'Invariable Milieu, publié en 1672 à Paris, alors intitulé Sinarum Scientia Politico Moralis. Le livre a été traduit par Prospero Intorsieta, missionnaire jésuite, qui se trouvait sur le même bateau vers la Chine que Ferdinand Verbier. L'Invariable Milieu n'était que le début de sa traduction des classiques chinois. En 1687, Confucius, Sinarum Philosophus, a vu le jour à Paris. Le livre en latin fut traduit par 4 missionnaires et sinologues, dont Prospero Intorsieta. On y trouve l'introduction des classiques chinois, la biographie de Confucius, la Grande Étude, l'Invariable Milieu et les Entretiens de Confucius. Ce livre présentait Confucius et ses œuvres aux Européens du XVIIe siècle. Bien que ces missionnaires ne soient pas des sinologues au sens strict, c'est eux qui ont allumé la flamme de la sinologie. Ainsi, l'image de Confucius, en tant que maître du monde, le plus grand savant et prophète en matière de morale et philosophie politique, arriva en Europe. 这本书之所以重要，是因为它是历代来华耶稣会士所有的译本最后累积出来的一个成果。所以它的译文一方面是最长，其次是在它翻译的基础之上，耶稣会士在每一个文段后面加入大段的个人的阐释，是用斜体字来表示，来表达他对中国文化的态度。他希望通过他的翻译工作，向教皇和全欧洲证明耶稣会士采取的传教政策没有违背教义，就是其他的教会因为不懂中国文化才会产生误解。但同时，他更想着力证明的是，中国这样的一个粗涉的国家，如果能信仰天主教，将是对弘扬基督宗教的一个极大的荣耀。Dans la préface de Confucius Sinarum Philosophus, on y trouve « La Chine qu'ils décrivent n'est pas celle qu'ils ont vue en réalité, mais la Chine penseuse des classiques littéraires, c'est-à-dire la Chine philosophique de Confucius. » Pourtant, c'est à cette Chine philosophique que les penseurs des Lumières aspiraient. Leibniz, philosophe allemand, a écrit dans la critique du livre « Ce philosophe chinois a dépassé l'ère de presque tous les philosophes grecs à notre connaissance. Il avait toujours des pensées et aphorismes brillants. » Und hat schon mit 20 Jahren seine erste Schrift über China verfasst. Es war eine primär theoretische Kenntnis, aber er hat wohl gespürt, mit diesem Land gibt es einen neuen Kosmos von Ideen und Gedanken und das hat ihn ein Leben lang nicht losgelassen. En 1679, s'appuyant sur la correspondance et les rapports des missionnaires européens en Chine, Leibniz a rédigé une brochure qui a été ensuite rééditée à maintes reprises et qui a attiré l'attention des penseurs et philosophes. Vu le fait que notre moralité se dégrade, j'espère que la Chine enverra des missionnaires pour nous apprendre l'emploi et la pratique de la théologie naturelle, comme nous avons envoyé des missionnaires pour leur apprendre la théologie révélatrice. Car les Chinois nous priment en matière d'observation, tandis que nous sommes plus habiles à raisonner. Les Chinois et les Européens doivent échanger des cadeaux et se compléter dans l'idée d'allumer une lampe avec une autre. Le nom du livre est Novissima Sinica.
在莱布尼兹生活的时代是欧洲的30年战争刚结束。这30年战争主要是一种是宗教引起的这种战争，而在这个耶稣会士的这个传播给欧洲信息的，就是中国是一个3000年的非常和平的这种文化。欧洲面临的一个问题是解释，怎么去解释这个问题？等于是发现了一个在精神上是一个新大陆，忽然发现了在外面有这么一个比较成功的，比较有灿烂文化的，又与西方那种教会系统完全不同的这么一个体制，对他们来说是非常有意义的。Mécontent du despotisme et du chaos en Europe, ce philosophe cherchait un moyen de restituer l'ordre du continent. Chrétien pieux, il n'arrivait pas à franchir le seuil religieux de la pensée, mais il réussit à trouver un élément important pour la restitution de l'ordre en Europe dans la pensée philosophique de Confucius, la raison. Le jour où le rayon de la raison a illuminé le monde, le mouvement des Lumières débuta. En 1679, un missionnaire et sinologue qui venait de retourner en Europe, après avoir lu Novissima Sinica, s'est mis à entretenir une correspondance avec Leibniz pour lui fournir de plus en plus de documents sur la Chine. Ce missionnaire s'appelait Joachim Bouvet. D'autres missionnaires étaient prêts à partir pour l'Orient. Il y a plus de 300 ans, sous l'égide de Louis XIV, Joachim Bouvet ainsi que 4 autres missionnaires jésuites sont allés en Chine en tant que mathématiciens du roi. Au moment de leur arrivée, les funérailles de Ferdinand Verbier se déroulaient. L'empereur Kangxi a enterré son initiateur en sciences au cimetière de Tangon Jalan, conformément au rite funéraire des parentés de l'empereur, ce qui laissa une impression forte à Joachim Bouvet. 从某种意义上，我们可以说，就是说中国皇帝，特别是康熙，以及中国知识分子对欧洲科学的兴趣，为他们在中国的活动提供了比较好的条件嘛，和土壤。你比如说，水利，还有这个咱们就说军事，还有这个地理、地图、天文，他们都发挥了相当大的作用。Les chrétiens de l'époque étaient convaincus que les hommes sont les descendants de Noé après le déluge. Dans l'Ancien Testament, une partie du monde avant le déluge était évoquée. Pourtant, après leur arrivée en Chine, les missionnaires se sont rendus compte que l'histoire documentée en Chine précédait largement celle de la Bible. Un tel enregistrement est non seulement défavorable à la mission, mais risquait d'ébranler la fondation du christianisme. Par conséquent, ces missionnaires se sont mis à chercher dans les œuvres classiques chinoises des preuves de l'existence de Dieu, quoiqu'elles soient peu justifiables. 比方说贪婪的婪啊，一个上面一个零，下面一个女。他就说，像通过这个汉字，你就可以看到，其实中国人早就知道夏娃偷吃禁果的故事，然后再比如像船，他把它拆成舟啊，这个做偏旁部首，然后呢一个八一个口，他说这就说明呢中国人其实是知道挪亚方舟的故事。Chinesen, so glaubten die Figuristen,
hatten vergessen, was ihre heiligen Schriften eigentlich bedeuteten. Sie interpretierten sie falsch. Und deswegen waren nur die Figuristen gekommen, um ihnen die Sachen richtig zu interpretieren und den Chinesen den Übertritt zum Christentum zu erleichtern. Das ist eigentlich das Hauptziel des Figurismus gewesen. Ces missionnaires, figuristes, ont affirmé que les Chinois avaient perdu la clé pour comprendre les textes anciens. Ils allaient la retrouver pour les Chinois. Après l'analyse du I Ching, Joachim Bouvet considérait le I Ching et l'histoire antique de la Chine comme ayant exprimé la doctrine du christianisme sous forme de prophétie. Tadi était Dieu, l'origine du monde. Le I Ching est l'extrait suprême de la moralité et de la philosophie naturelle des Chinois et constituait la base de recherche sur les documents chinois des figuristes. En hiver 1692, la cité interdite était affolée. L'empereur Kangxi était atteint du paludisme. Les médecins impériaux ont essayé tous les traitements possibles, mais en vain. C'est au final la quinine, offerte par les missionnaires, dont Joachim Bouvet, qui a guéri l'empereur. Pour les remercier, l'empereur Kangxi a publié un décret impérial permettant aux missionnaires occidentaux de prêcher à Beijing. Il a également nommé Joachim Bouvet comme envoyé spécial pour retourner en Europe avec 49 livres en tant que cadeau au roi de France et recruter plus de missionnaires. Cette nouvelle a fait grand bruit en Europe. Louis XIV, le roi Soleil, ayant appris le retour de l'envoyé spécial de Kangxi en France, a reçu Joachim Bouvet en personne. Celui-ci a saisi l'occasion pour présenter au roi la biographie de Kangxi, dont il était l'auteur. C'est un gouvernant tendre et admirable du peuple chinois. Il soigne sa propre famille, se soucie du bonheur de son peuple. Il est aussi un grand homme brave qui protège son pays. Il possède toutes les qualités d'un bon gouvernant, a-t-il écrit dans le livre. Les deux plus grands empires du monde sont désormais liés l'un à l'autre. 绝大多数的启蒙思想家呢，他们理想的都是一个政体并不是像后来的这种共和呀这样的什么，就是有老百姓的民主啊这样的，而是一个就是叫着怎么说呢，由哲学家国王来作为这个来统治的这样的一个国度。那么康熙的形象呢，显然在很大程度上符合他们理想中的、心目中的这样的一个哲学家国王的形象所以呢，可以说这个康熙这个传白敬写的这个《康熙传》，等于是在为这样的一个形象吧画了浓重的一笔。En 1698, dans la nouvelle version de Novissima Sinica, Leibniz a ajouté la biographie de Kangxi que Joachim Bouvet lui a envoyée. En Orient, les penseurs des Lumières ont non seulement découvert les pensées de Confucius, mais aussi l'empereur Kangxi comme modèle pour mettre en pratique ses pensées. Un modèle du philosophe roi. En novembre 1704, à Rome, le pape Clément XI a publié l'interdiction aux adeptes de pratiquer le culte de Confucius et des ancêtres, dans l'espoir d'apaiser la constante dispute autour des rites. Some said the offerings to Confucius is only a matter of honoring, and others said no, this is a matter where one really believes that Confucius is there or that the ancestors are in the tablet. And so this creates a discussion, because some will say this can be allowed and others said this should be completely rejected.
And this is the conflict that happened at that time. Évidemment, c'est qu'il ne trouvait pas dans le confucianisme l'angoisse du religieux. Et il ne trouvait pas dans le confucianisme, si vous voulez, ce qui serait donc l'attente d'un absolu. Il ne trouvait pas dans le confucianisme l'attente d'une parole et d'une histoire, puisqu'au fond, je crois que ce qui a fait résistance. Contre toute attente, la dispute ne s'est pas apaisée et s'est étendue. Pendant le XVIIe et au début du XVIIIe siècle, l'influence de la Chine sur l'Europe était plus grande que l'inverse, a écrit Stavrianos, historien américain, dans l'Histoire globale de l'être humain. Un empire à la gouvernance intègre, une moralité pure et juste et un environnement religieux tolérant est devenu la meilleure arme dans la critique du magistère et de la royauté de l'Europe. Selon l'Église, ces philosophes dangereux ne veulent qu'éventrer des prêtres et étrangler le roi en utilisant la Chine comme prétexte. Confucius donne le pouvoir aux philosophes, leur permettant de soumettre la violence à la raison et d'établir le règne des philosophes. Une lampe va bientôt en allumer une autre. En juillet 1721, à l'occasion d'une réunion à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg, rassemblant plus de 2000 personnes, un discours intitulé « À propos de la philosophie morale des Chinois » fut prononcé. L'orateur était Christian Wolff, professeur de mathématiques et de philosophie naturelle. Ce jeune chercheur était apprécié par Leibniz. Selon Wolff, la longue histoire et la civilisation brillante chinoise étaient basées sur une philosophie mystérieuse qui s'enracinait dans la nature de la raison de l'être humain. C'était une science visant le bonheur. 沃尔夫就强调这个从自然神论这个角度，讲万物都存在着一种它自己的道理，应该接近这个万物。而且中国，他主要是强调中国并没有宗教信仰，他所以被禁教原因就是中国并没有宗教信仰，就儒家并不是一个宗教，但这个国家生活得很好，吃得很好，过得很好，是吧？他实际上这里头潜台词就是反宗教啊。 他认为中国人你不相信天主教，不等于他们是无神论者，他们是有神论者。什么神？就是自然神。这样呢，就是使得中国的文化移植到西方去，或者呢把西方文化和中国文化融为一体，就起了一个桥梁、台阶这么作用，比较容易解决。 Le discours s'est terminé dans un tonnerre d'applaudissements. Mais Wolff a été licencié par l'université pour avoir diffusé la pensée chinoise. 2 ans plus tard, Frédéric Ier, roi de la Prusse, a décrété que Wolff devait quitter son territoire dans les 48 heures, sous peine de pendaison. La persécution a créé un héros. Peu après son expulsion, Wolff a été recruté par l'université de Marbourg et Pierre le Grand l'a invité à devenir directeur adjoint de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Bien que Wolff n'ait pas quitté Marbourg, le tsar lui donna une subvention. En 1728, dans un autre discours, Le philosophe roi et la politique des philosophes, Wolff étudia comment la philosophie morale de Confucius pouvait créer un roi citoyen. La philosophie donne aux gouvernants la raison comme principe de règne, et il en résulte le meilleur régime du monde. Wolff s'écria « Le roi est philosophe, le philosophe est le roi ». Cette scène, décrite par Platon dans La République, a été réalisée en Chine. À mesure que le mouvement des Lumières émancipait l'esprit de l'homme, la pensée chinoise est passée de philosophie naturelle à philosophie politique.
En 1740, 4 luxueux carrosses s'arrêtent devant la porte de l'université de Marbourg. Il s'agit de l'envoyé spécial de Frédéric II, qui souhaite inviter le grand penseur Wolff à retourner en Prusse. Dans la lettre adressée à Wolff, le roi, très influencé par la philosophie des Lumières, a ainsi écrit « Est enfin arrivé l'ère où les philosophes deviennent les maîtres du monde et les conseillers de la haute noblesse. » Au XVIIIe siècle, il y a un mouvement important, surtout dans les milieux aristocratiques et parmi les philosophes qui fréquentent ces milieux aristocratiques, pour se libérer des préceptes et des croyances du christianisme. Alors pour s'en libérer, il y a toutes sortes de méthodes, et l'une de ces méthodes consiste à montrer qu'on peut être un grand peuple vertueux sans religion, et en tout cas sans la religion chrétienne. Quelque chose qui est effectivement nouveau pour l'Europe, qui est l'idée d'une bureaucratie en substitution de l'aristocratie. Substitution à la noblesse de sang et à l'héritage des fonctions, par filiation, quelque chose qui est des concours, donc lié à un savoir, à un talent, qu'on appelle le mérite, n'est-ce pas ? Donc il y a quelque chose là où la Chine, par ambiance, n'est-ce pas, est importante en Europe. La culture chinoise est passée du théisme à la philosophie, voire à la philosophie contre le théisme. Pour les philosophes, les traditions chrétiennes sont le plus grand obstacle à la transformation de la société par la raison et à l'émancipation de l'homme de la superstition et la peur. Une autre lampe s'allume. Au printemps 1769, un livre intitulé « Le régime autocratique de la Chine » a suscité un nouveau débat en Europe. Selon le livre, le régime chinois est basé sur des lois raisonnables et constantes. L'empereur met ces lois en application et les respecte lui-même de manière discrète. L'auteur du livre est François Quesnay, fondateur de la physiocratie. Pour montrer l'autorité du livre, ses collègues ont même prétendu que le livre avait été publié à Beijing. L'objectif du livre était de contrer l'idée que le bâton gouvernait la Chine. Cette idée a été proposée par Montesquieu, penseur français important des Lumières.